Il y a 11 ans, le monde entier assistait impuissant à cette catastrophe. L'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi est survenu au lendemain du séisme Tohoku d'une magnitude 9 sur l'échelle de Richter. L'accident avait été jugé aussi grave que celui de Tchernobyl par l'agence japonaise de sûreté nucléaire. Heureusement, le savoir-faire japonais dépassait de loin celui des soviétiques. Ils ont réussi à stabiliser la situation pour éviter une catastrophe de la même ampleur que celle de la centrale de Pripyat en Ukraine. Mais ça n'a pas empêché une vague de protestations antinucléaires à travers la planète. Même que des puissances industrielles comme l'Allemagne ont succombé à l'anxiété collective et ont renoncé au nucléaire. Sauf qu'aujourd'hui, la crise énergétique a poussé plusieurs pays à reconsidérer l'intérêt du nucléaire. Au Japon, le basculement avait été radical. Dans la foulée de Fukushima, le gouvernement avait ordonné l'arrêt des 50 réacteurs nucléaires du pays. Depuis, 21 ont été mis hors service et seuls 10 réacteurs sont encore actifs. On est encore en attente d'une décision sur l'avenir des 29 réacteurs restants. En attendant, le Japon a substitué la plus grosse partie du parc nucléaire du pays par les énergies renouvelables, les centrales à charbon et surtout le gaz naturel liquéfié. Le mix énergétique japonais a énormément changé depuis l'accident nucléaire de Fukushima. Le moratoire sur le nucléaire a renforcé la prépondérance du charbon et du gaz naturel liquide dans la production d'électricité japonaise. Son bilan carbone est catastrophique. Mais l'invasion russe de l'Ukraine a bouleversé les cours mondiaux du gaz alors que les infrastructures japonaises sont vieillissantes. Donc pas étonnant qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Le Japon revient à l'énergie nucléaire après Fukushima. Le redémarrage des centrales nucléaires japonaises aura un impact positif en ce qu'il libérera des volumes substantiels de GNL sur les marchés mondiaux. Keisuke Sadamori, directeur de l'AIE pour les marchés et la sécurité énergétique. Le Japon fait marche arrière à toute vitesse. Comment le pays est-il passé du porte-étendard du mouvement antinucléaire au fer de lance des adeptes de l'atome? Comment Tokyo va-t-elle s'y prendre et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du monde? On t'explique. L'un des avantages non négligeables du nucléaire, c'est sa faible émission de carbone. Ça fait des années que les économies industrielles préparent la transition énergétique vers un modèle plus durable, sans pour autant renoncer à notre niveau de vie. Or, notre société a d'énormes besoins énergétiques pour continuer à tourner. Et la tendance est à la hausse, surtout pour l'électricité. Il suffit de voir l'engouement autour des véhicules électriques. Et puis tous nos gadgets high-tech aussi. Nos iPhones, nos ordinateurs portables, nos smartwatches. Donc, si l'on suit la trajectoire de nos projections de croissance économique, alors la demande mondiale d'électricité va exploser. C'est en tout cas ce que prédit l'Agence internationale de l'énergie. En gros, elle devrait passer de 23 000 TWh en 2020 à plus de 60 000 d'ici 2050. Une demande multipliée par 3. Pour y répondre, il faudrait tripler les infrastructures de production électrique, quelle que soit la source d'énergie. Gaz, pétrole, centrales hydroélectriques, énergie renouvelable. Mais, un gros mais, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tout ça, on fait comment ? En 2021, la production électrique mondiale dépendait à 60% de charbon, de gaz et de pétrole. Ce sont 13,8 gigatonnes de dioxyde de carbone qui ont été libérées dans l'atmosphère. Donc, comment tripler la production électrique tout en réduisant la contamination de l'atmosphère? Déjà, les énergies renouvelables ne suffiront pas à couvrir la demande d'électricité, surtout si elle est multipliée par 3. Elles ont beaucoup de contraintes, mais la principale, c'est qu'elles ne sont pas constantes. Les éoliennes tournent quand il y a du vent, les centrales photovoltaïques quand il y a du soleil. À la rigueur, les usines marémotrices, mais faut les financer, elles sont extrêmement coûteuses. Les énergies renouvelables ont besoin d'une source d'énergie fossile de secours pour les jours où il fait moche, pour l'énergie solaire, ou au cas où le vent ne se lève pas, pour l'éolien. Beaucoup d'experts considèrent qu'une stratégie qui combinerait l'énergie solaire, l'énergie éolienne et les centrales à gaz vert est totalement irréaliste. Et les critiques fusent de toutes parts, même celles auxquelles on s'attend le moins. Les Verts de Finlande soutiennent désormais à fond l'énergie nucléaire. Sauf qu'on n'est pas ici pour parler de la Finlande, mais du Japon. Et surtout, c'est l'occasion de faire un retour plus approfondi sur les diverses applications du nucléaire. Il ne permet pas uniquement de produire de l'électricité, mais aussi de nouvelles formes de carburant pour remplacer l'essence, le diesel et le kérosène. De quoi je vous parle? Chapitre suivant. Juste un nuage nucléaire, s'il vous plaît. Alors déjà, il n'y a pas que le Japon qui s'intéresse au nucléaire. La Pologne amende la loi pour accélérer l'investissement dans l'énergie nucléaire. En septembre de l'année dernière a été annoncée la construction de 6 grands réacteurs à eau pressurisée d'une capacité installée combinée de 6 à 9 gigawattheures d'ici 2040. La Pologne vise à réduire sa dépendance historique au charbon. La Corée du Sud va porter à 1/3 la part de l'énergie nucléaire dans la production énergétique. L'objectif dépasse les préconisations du Comité de développement nucléaire de l'OCDE.
Macron annonce que la France construira d'ici 2050 pas moins de 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Le nucléaire revient en force. À elle seule, la Chine prévoit d'investir autour de 400 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour construire 150 réacteurs nucléaires supplémentaires. D'ailleurs, seules la Chine et la Finlande comptent sur des EPR de 4e génération. Ils ont été conçus grâce à l'expertise de groupes français en matière d'énergie nucléaire, EDF et Areva. D'autres EPR de 4e génération sont en cours de construction, notamment à Flamanville en France ou à Hinkley Point au Royaume-Uni, mais les chantiers ont accumulé des années de retard et des milliards d'euros de dépassement de budget. Mais le cas du Japon, il est réellement emblématique parce que le pays a été en tête du mouvement anti-nucléaire depuis l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Pourtant, avant, le pays était à la pointe de la recherche dans le nucléaire. Aujourd'hui, il a repris le flambeau en développant ce qu'ils appellent le High Temperature Engineering Test Reactor ou HTTR pour les intimes. Ce sont des Small Modular Reactors ou SMR qui produisent de l'énergie décarbonée. Alors, comme son nom l'indique, il est modulaire et permet de produire tant de l'électricité que de l'hydrogène ou du chauffage collectif. Ça fait 2 décennies que ces SMR sont testés dans la préfecture d'Ibaraki, tout près de Tokyo. La particularité de ce réacteur, c'est qu'il est refroidi à l'hélium et qu'il n'a pas besoin d'eau. Il peut donc être déployé n'importe où sur la planète. En plus, sa conception même rend impossible la fusion du noyau, ce qui est en soi une petite révolution. Il peut donc opérer à des températures très élevées, supérieures à 900 degrés, et dégage de la chaleur qui peut être récupérée, de l'électricité et surtout de l'hydrogène. On vous l'avait expliqué dans cette vidéo, l'hydrogène est un vecteur énergétique qui peut être classé en 3 catégories, le gris, le bleu et le vert. Et en réalité, il existe une 4e catégorie dont vous n'avez pas parlé à l'époque, l'hydrogène rose, celui qui est produit à partir d'énergie nucléaire. Donc, déjà que le Japon s'intéressait de très près à l'hydrogène produit à partir d'hydrate de méthane, aujourd'hui le pays dispose d'une nouvelle technique pour augmenter la production d'hydrogène. Et les Japonais sont très sérieux au sujet de l'hydrogène. Leur stratégie énergétique se focalise dessus. Approuvé en octobre 2021 par le gouvernement, le plan énergétique japonais prévoit le recours au réacteur HTTR pour produire de grosses quantités d'hydrogène. Alors déjà que le gouvernement japonais avait publié en juin 2021 sa Green Growth Strategy, son plan d'action pour les énergies renouvelables qui devait permettre au Japon d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette stratégie, elle met l'accent sur la production d'hydrogène en grande quantité et à faible coût d'ici 2030. Dans le secteur de l'énergie, 2030, c'est demain. Et c'est pas une lubie japonaise, hein. L'Agence internationale de l'énergie considère elle aussi que c'est une étape indispensable pour atteindre les objectifs de décarbonation fixés à 2050. Alors, pourquoi cette fixette sur l'hydrogène ? De plus en plus d'experts voient en l'hydrogène une alternative viable aux carburants conventionnels comme l'essence, le kérosène ou le diesel. Il pourrait donc servir au transport routier, maritime ou aérien. D'ailleurs, l'hydrogène a aussi une application industrielle. En fonction de sa méthode de production, l'hydrogène est potentiellement propre et surtout sa disponibilité quasiment illimitée. Il pourrait même être transporté sous format de batterie ou de pile à combustible à hydrogène. En 2020, la production totale d'hydrogène avoisinait les 90 millions de tonnes. L'Agence internationale de l'énergie estime que cette production pourrait passer à 500 millions de tonnes d'ici 2050. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, seul 10% de l'hydrogène produit est propre. Il est crucial d'augmenter la proportion d'hydrogène propre pour respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ainsi protéger l'environnement. Mais il y a aussi une question de rentabilité. On a besoin d'une énergie à bas coût, d'où l'intérêt des SMR, ces petits réacteurs modulaires qui peuvent être installés à proximité de zones industrielles et des agglomérations urbaines. L'intérêt de ces SMR est triple. En plus de produire de l'hydrogène et de l'électricité, ces réacteurs dégagent aussi de la chaleur. Celle-ci peut être canalisée vers les villes pour alimenter le chauffage collectif. Et tout ça sans 1 gramme de CO2 émis dans l'atmosphère. Le souci, c'est que la construction de ces réacteurs prend du temps et coûte beaucoup d'argent, donc il faut aussi avoir du temps pour les rentabiliser. Une nouvelle ère énergétique. Regardez ce tableau. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les temps minimum, moyen et maximum nécessaires à la construction d'une centrale nucléaire pour les pays qui sont dotés du nucléaire civil. Dans certains cas, des pays comme les États-Unis ou l'Argentine ont mis plus de 20 ans pour y parvenir. Mais si on regarde de l'autre bout, le Japon et les Pays-Bas sont les meilleurs élèves. Le Japon, justement, qui dispose de centrales nucléaires depuis un peu plus de 50 ans, met en moyenne entre 3 et 5 ans pour construire une centrale nucléaire. À titre comparatif, la Corée du Sud a besoin de 6 ans pour parvenir au même résultat.
Alors, qu'est-ce qui explique cette disparité? Déjà que les centrales nucléaires occidentales sont assez vétustes, le secteur manque cruellement d'investissement dans la recherche et le développement. Donc non seulement il y a peu ou pas du tout d'innovation, mais en plus il y a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Vu qu'on construit peu de nouvelles centrales nucléaires, les fournisseurs n'ont pas toujours les pièces d'origine pour l'assemblage initial des infrastructures ou les pièces de rechange pour leur entretien. Ensuite, il y a la question du cadre réglementaire extrêmement strict. Après, cette rigueur est légitime si l'on tient compte des risques de catastrophe d'une installation nucléaire. Les conséquences sur l'environnement et sur la population s'étalent sur des centaines de milliers d'années. Si la guerre en Ukraine nous a appris plein de trucs, il y en a un qui sort du lot. Un pays qui ne possède pas ou plus d'armes nucléaires est un pays vulnérable. Ces centrales nucléaires civiles constituent des cibles de choix et peuvent être prises en otage par l'envahisseur. Les accidents nucléaires comme celui de Three Mile Island aux États-Unis en 79, celui de Tchernobyl en 86 en Ukraine ou encore celui de Fukushima au Japon ont fait émerger des mouvements écologiques dans les démocraties occidentales. Au vu des événements passés, leur opposition aux stratégies énergétiques basées sur le tout nucléaire est légitime. L'obtention des licences d'exploitation, la réalisation des études d'impact environnemental, les analyses de risque, le traitement des déchets à très longue durée de dangerosité et la sélection même d'un emplacement sont tout autant d'obstacles nécessaires à la construction d'une centrale. Surtout que depuis quelques années, le capital sympathie de l'énergie nucléaire est un peu à la ramasse. Et le prolongement de ces délais a évidemment un impact sur les coûts. Ce sont des contraintes qui pèsent sur l'éclosion de la filière nucléaire à l'échelle internationale, avec le Japon en tête de gondole, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, le Royaume-Uni, la Pologne, la Finlande et la France qui semblent prêts à amorcer une nouvelle transition énergétique dans cette direction. Alors que le nucléaire ne servait auparavant qu'à produire de l'électricité, il permettra demain de produire de l'hydrogène et du chauffage collectif. Plutôt intéressant pour remplacer le gaz qui nous manque cruellement en cette période. L'ennui, c'est que la technologie des SMR, ces petits réacteurs nucléaires modulables, n'est pas encore tout à fait maîtrisée, ni par le Japon, ni par les États-Unis. En France, tous les gouvernements successifs ont été farouchement pro-nucléaire, mais ils ont favorisé une autre voie, celle des EPR. Sauf que pour l'instant, les résultats sont pas très convaincants. Les 2 réacteurs construits par EDF en Chine avec des partenaires chinois, l'un a déjà dû être arrêté. Nucléaire, le type d'incident qui a provoqué l'arrêt d'un réacteur à la centrale de Taishan pourrait arriver à d'autres centrales. Et toi alors, t'en penses quoi? Pour ou contre le nucléaire? Sécurité énergétique ou sécurité environnementale? Finalement, les deux ils sont un peu liés, non? Tu nous dis, comme d'hab, si la vidéo t'a plu, fais tourner, abonne-toi et suis-nous sur Instagram et LinkedIn. Merci et à la prochaine.